Donc l'idée de ce panel va être justement de se concentrer sur toutes ces thématiques de recrutement sous différentes lentilles. On va avoir la lentille de la professionnelle de la chasse de tête. On va avoir la lentille du capital risqueur. On va avoir la lentille de l'entrepreneur, du serial entrepreneur même. Et enfin, la lentille des gens du conseil, Arthur Delittle. En termes d'exemples, on va essayer de rendre ça vivant et donc de partir sur lorsqu'on pourra, sur des exemples ayant trait aux biotech, qui est notamment le domaine de prédilection d'Alain et d'Éric, et aussi des problématiques liées au secteur du monde Internet. Bon, je vais passer la parole. On a différentes questions. On va essayer de séparer en termes de discussion. On va avoir probablement une quarantaine de minutes, voire 50 minutes sur ces thématiques. Et on va ouvrir une dizaine de minutes à la fin à des questions-réponses. Donc, je vais démarrer par une première question. Je crois qu'on a beaucoup discuté en cadrage. Je dirais pour définir le panel, une première question de base me semble être comment est-ce qu'on définit un bon CIO. Et évidemment, je suivrai sur comment on définit un bon membre d'une équipe de direction, mais aussi un bon board. Donc pour démarrer, je vais passer la parole à Alain. Bonjour. Donc Alain Mayor, Vantech. Pour ceux qui ne connaissent pas Vantech, vous irez sur le site web vantech.fr et puis vous y retrouverez vos petits. Métier du capital risque, investisseur en série A. En tant qu'investisseur, je pense que tout le monde, on va commencer par les platitudes. C'est pas les modèles financiers, c'est pas les prévisions de marché qui font les sociétés qui gagnent, c'est les équipes de direction et la capacité des équipes de direction à recruter le middle management, voire les techniciens, et de les fédérer autour d'un projet commun. Recruter un bon CEO dans les bio, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je dirais que recruter un bon CEO, c'est recruter le mouton à 5 pattes, quelqu'un qui est capable de démontrer une très grande vision stratégique, un très grand équilibre personnel. J'ai rarement vu des coléreux excités faire des très bons patrons. Et puis des praticiens, des gens qui ont le sens de l'opérationnel. Je résumerai ça en disant que un bon CEO, c'est quelqu'un qui a de l'ambition, tout en étant très centré sur ce qu'il est, lui, en tant que patron, et qui ne se laisse pas bouger ni par ses investisseurs, ni par les événements extérieurs, tout en étant capable de les analyser, de les comprendre, et de tirer les conseils qui peuvent lui être apportés par les uns et par les autres. Voilà. Diane, peut-être quelques mots après vous présenter. Nous, on intervient malheureusement quand le choix de l'investisseur s'est porté sur quelqu'un qui ne faisait pas l'affaire. Mais en fait, on a un type d'intervention qui est peut-être un peu plus large, puisque dans le cadre de sociétés de croissance, donc que ce soit en biotech, particulièrement en biotech et dans les early stage, et puis aussi dans les sociétés de IT, on se rend compte que les fondateurs et les créateurs d'entreprises ne sont pas en général ceux qui sont capables d'accompagner le développement des sociétés sur le long terme. Donc, toute la problématique qu'on a en termes de recrutement, c'est effectivement de trouver des gens qui ont des qualités personnelles effectivement de rectitude, d'énergie, d'ambition et un équilibre de tous ces facteurs, et qui soient capables d'adhérer à un projet dont ils ne sont peut-être pas l'initiateur, pour s'approprier ces projets et les mener à terme, ou en tout cas les mener à terme de développement satisfaisant pour les investisseurs. Donc, recruter un CEO et une équipe de direction va nécessiter, c'est ce qui est particulier dans ce type de recrutement, la mise en œuvre de différentes forces qui sont pas toujours, qui pédalent pas toujours dans le même sens. Et il va falloir faire une synthèse de toutes ces forces, c'est-à-dire la demande de l'investisseur d'avoir la personne la plus qualifiée, qui connaisse le marché, les intervenants, qui a déjà fait ça 3 fois parfaitement ailleurs, et puis la demande de l'initiateur du projet, qui est souvent
enfin, en tout cas actionnaire, mais actionnaire significatif, voire encore majoritaire, qui lui cherche un fils spirituel ou un père spirituel à qui confier son bébé. L'équipe de direction qui sent qu'elle n'est pas forcément toujours à la hauteur, mais qui va devoir adhérer à un nouveau patron et changer son mode de fonctionnement. Donc la particularité des recrutements de dirigeants dans les cadres de sociétés à forte croissance est très spécifique. Alors, donc, Eric Alioua, j'interviens à double titre, puisque je suis à la fois senior manager du pôle sciences de la vie d'Arthur D. Little, mais j'ai également été fondateur d'une société de biotechnologie. Puis j'ai eu de la chance, ça s'est bien passé, puisque maintenant elle est entre les mains d'un groupe pharmaceutique qui s'appelle Genzyme, qui développe la société. Donc j'ai eu la chance d'avoir une sortie. Alors, le profil idéal du CEO, je pense qu'il n'y a pas de réponse unique, parce que ça dépend de deux axes. Le premier axe, c'est la maturité de la société. Plus la société est petite, plus l'environnement dans le domaine des biotechnologies est scientifique et technique, donc plus la nécessité d'avoir une compréhension de ce secteur, de ces problématiques et gérer une incertitude et un risque technologique est important. Plus la société, donc il y a un premier axe qui est la maturité, plus la société va mûrir, donc plus on aura besoin de capacités managériales fortes. Et c'est là où on voit justement le fondateur, qui est en général scientifique, qui diminue avec le temps, enfin, dont le rôle redevient un rôle de directeur scientifique et technique. Le deuxième axe, c'est clairement aussi le business model de la société. Si vous avez des business models de type qu'on appelle dans les biotechnologies plateforme technologique, où le devenir de la société, le business model repose sur de la génération de revenus sous forme d'alliance avec des gros groupes pharmaceutiques, dans ces cas-là, on va rechercher une personne qui a à la fois un réseau relationnel, qui connaît ce secteur et qui saura, avec le business développeur, gérer un réseau d'alliances, qui sera tenace et qui sera aussi gérer les investisseurs au jour le jour. L'autre business model potentiel, c'est une société qui va développer des produits qui vont rentrer en études cliniques souvent, puisque en France, on a malheureusement peu de sociétés qui sont allées jusqu'à avoir des produits sur le marché. Ça va venir, mais un certain nombre sont encore aujourd'hui en études cliniques. Et dans ce cas-là, on va avoir juste un profil de management qui est plus proche de ce qu'on peut retrouver dans l'industrie pharmaceutique. Et là, se pose justement le problème de trouver des profils qui puissent faire le lien entre le monde biotech, qui est très entrepreneurial, très risqué, qui est beaucoup plus déstructuré de nature que le monde pharmaceutique, et qui va nécessiter finalement des compétences hybrides, à la fois un gestionnaire et quelqu'un qui saura gérer une équipe qui doit rester entrepreneuriale. Je suis Mathieu Nouzaret, donc le président et fondateur d'une société qui s'appelle Bounty, qui fait du téléchargement de jeux vidéo sur Internet. Et j'interviens là aussi à double titre, puisque auparavant j'ai créé une société en 95 et je suis passé de 0 à 100 personnes en 5 ans. Alors moi je pense que un bon CEO en fait peut dépendre aussi du stade de développement d'une société. Et c'est vrai que quand vous êtes un entrepreneur, vous commencez de 0, il faut des compétences qui sont probablement très différentes d'un CEO d'une société un peu plus mature, un peu plus sécurisée. Moi, ce que je recherche, en tout cas dans les collaborateurs, ou ce que j'apprécie comme qualité, dans des gens qui commencent des sociétés, ce sont des personnes qui sont capables aussi de travailler avec leur tripes, parce que c'est un métier extrêmement difficile. Il faut gérer énormément de stress, très très risqué. Et il ne faut pas hésiter aussi à faire des choses qui ne tombent pas dans la description de votre poste. Hors de sa condition. Hors de sa condition. Il faut parfois aller brancher un switch, s'il faut aller brancher un switch. Vous n'avez pas 5 ou 6 assistantes qui peuvent vous prendre vos rendez-vous. Et puis, il faut avoir une vision également stratégique. Donc, un aller-retour constant entre de l'opérationnel parfois très très basique et puis une vision stratégique à long terme. Je me rappelle également je crois que c'était le patron d'Intel qui disait qu'il fallait être paranoïaque pour survivre. Et je crois qu'il y a également une autre névrose qu'il faut avoir pour être un bon patron. Il faut être également un peu schizophrène, parce que surtout dans les sociétés, quand vous commencez au tout début, vous devez être sans arrêt, faire des allers-retours entre une prise de risque maximum et essayer de pousser au maximum le développement, le business développement, être très très agressif, et en même temps être extrêmement conservateur, conserver votre cash, essayer de prendre le moins de risques possible. Donc c'est quelque chose de très difficile. Il y a un facteur
intrinsèque à la réussite des boîtes, c'est que moins on réussit, moins on change de management, plus on a de probabilité de réussir. Et donc c'est quand même par rapport à ce qu'ont dit les autres intervenants sur le panel, une vraie quadrature du cercle. Parce que pour faire simple, il y a deux approches. Il y a l'approche CEO Kleenex, j'en change tous les 2 ou 3 ans. Et puis il y a une autre approche qui est beaucoup plus complexe, qui est de dire je choisis bien dès le début, et j'ai confiance dans mon choix, et je me tiens à mon choix. Et c'est-à-dire que mon boulot d'investisseur, à ce moment-là, ou le boulot d'investisseur, c'est partiellement le boulot d'administrateur, c'est aussi un boulot de conseil, de coach. Et ça suppose qu'on ait vraiment confiance, que ce soit le CEO dans ses investisseurs et les investisseurs dans le CEO. La confiance, c'est extrêmement simple, hein, c'est des interactions très fréquentes et la transparence. J'ai un cas très récent d'un investissement qu'on a fait en Allemagne dans une très grosse syndication où l'équipe de management a eu le courage de nous dire que si on continuait à dépenser de l'argent sur cette plateforme technologique, certes on arriverait à un résultat, mais que ce résultat ne serait pas celui qu'on avait envisagé au départ. Par contre, ils avaient une stratégie alternative à nous suggérer et qui préféraient à la limite qu'on ferme la boîte si on n'était pas d'accord avec leur stratégie alternative, plutôt que de continuer à mettre de l'argent dans un projet qui aura une rentabilité moyenne. Bon, je peux dire, on a mis 12 mois à trouver le CEO, c'était un tour de série A. À mon avis, le CEO, il est là pour durer. Que ce soit en bio ou en IT, je pense que c'est vraiment une constante. Si on regarde les grandes sociétés américaines de biotechnologie qui ont réussi, le CEO, il dure 10 ans, 15 ans. Si on regarde les sociétés de bio françaises, il n'y en a vraiment pas beaucoup qui ont réussi. Celle auquel je pense, le CEO, il est là depuis le début. Il a vécu 3 ou 4 quasi-dépôts de bilan avant de réussir à construire sa boîte. Alors c'est vrai, après, il faut gérer le syndrome fondateur dans un certain nombre de cas. Dans d'autres cas, et c'est notre approche, on fait le choix de la stratégie B, c'est-à-dire que si on considère qu'on n'a pas à la tête de la boîte un CEO que l'on pense pouvoir garder pendant la durée de vie de notre investissement au sein de notre portefeuille, on ne fait pas le deal. Et pour nous, un CEO qui tient la route, je vais presque être iconoclaste, je préfère regarder l'addition de talent que l'expérience. C'est-à-dire que en bio, ce qui m'intéresse, c'est évidemment que si le type a un track record et qu'il a été déjà un entrepreneur et qu'il a fait une expérience, et on reviendra là-dessus tout à l'heure, il est plus important. Moi, je me positionne jamais par rapport au profil des gens que je suis amené à rencontrer, réussite-échec. Je me pose toujours en termes d'expérience avec un résultat positif et négatif. Parce qu'il faut savoir qu'en science, les résultats négatifs vous apprennent parfois autant que les résultats positifs. Donc voilà, donc à chaque fois que on est confronté au recrutement d'un CEO, la question c'est ok, tu as du talent, quel talent? Après, si c'est corroboré par ton expérience, tant mieux. Si moi, en tant qu'investisseur, avec mes collègues du syndicat, je considère que tu as le talent de communiquer, même si tu n'as jamais communiqué devant une salle de 200 personnes, tu as le talent de manager, même si tu as managé une équipe de 5 chercheurs, tu as le talent d'interagir avec un directeur scientifique, même si toi, tu as un parcours plus entrepreneurial et financier. C'est ce type de valeur qu'on cherche à mesurer. Et peut-être, Alain, si on reste si on élargit un peu en dehors du CIO et je dirais le reste de l'équipe de direction, on parle souvent de directeur international, de ce type de recrutement lorsqu'une levée de fonds peut s'être faite. Non, mais je parle trop là. Mais, c'est que vous devez bientôt partir. Moi, j'ai une vision, je ne sais pas s'il y a des représentants de l'industrie pharmaceutique dans la pièce. Moi, je considère que c'est très difficile de faire un bon patron de start-up dans le domaine des sciences de la vie avec un exécutif de l'industrie pharmaceutique. Il y a un threshold, pour moi, il y a une barre. À plus de 40-45 ans, la reconversion du gars de l'industrie pharmaceutique
et d'ailleurs notamment françaises, je parle de filiales de grands groupes internationaux ou de l'industrie pharmaceutique française qui essayent de devenir patron d'une start-up de bio pour employer un peu un langage familier. Ceux qui me connaissent bien savent que j'en suis féru, c'est un peu faire pousser des ailes au cochon, quoi. C'est-à-dire que c'est assez peu probable que le type arrive, la femme ou l'homme, arrive à développer des capacités entrepreneuriales et une vision entrepreneuriale. Donc, moi, la façon dont je regarde le recrutement d'un patron d'une start-up, c'est... Vous venez de l'industrie pharmaceutique, vous avez moins de 40 ans, vous avez beaucoup tourné au sein de ce groupe, on vous a donné des fonctions très différentes et on vous a donné au moins une fois dans votre parcours d'une dizaine d'années au sein de ce groupe pharmaceutique l'opportunité de démarrer une activité. La probabilité que vous fassiez un patron de boîte vraiment intéressant, cette probabilité est forte. Si vous avez été à la tête d'un département R&D, marketing ou licensing pendant 5 à 10 ans, la probabilité que j'entende haut et clair la sonorité de vos ronflements pendant les conseils d'administration, cette probabilité est forte aussi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur des postes extrêmement techniques, on va évidemment se retourner vers des compétences industrielles fortes pour revenir à ce que disait mon collègue de gauche, mais ça ne veut pas nécessairement dire que les postes, ça ne veut pas nécessairement dire que les postes à plus forte seniorité seront acquis à ce genre de profil. Là encore, c'est plus le talent que l'expérience qui doit compter pour faire un patron. Compléter, c'est à peu près la même logique qu'on peut voir dans les sociétés IT. Hein. Des gens qui ont fait exclusivement des parcours en grands groupes se retrouveront assez mal à l'aise à la tête d'entreprises. Et d'ailleurs, c'est en général moins vrai pour les CEO qui sont là, qui par un peu crainte d'une faiblesse de leur part sur une compétence ou une autre, ont tendance à aller recruter des gens dans des grands groupes, en général se plantent. Ça, c'est très vrai dans les fonctions marketing ou dans les fonctions financières, quand la personne qui est porteuse du projet, le CEO, veut compenser ce qu'il considère avoir en moins dans ses talents. Ça, c'est un peu le faux de l'expérience. Je pense aussi que la présence, pour revenir à la question initiale qui était est-ce que le fait d'avoir un investisseur financier dans l'actionnariat change les modes de recrutement et en tout cas les profils. Moi, j'ai encore eu le cas hier d'un investisseur dans une start-up toulousaine qui m'appelle très excité en disant ça y est, ça fait 6 mois que je pousse le patron à recruter un directeur commercial d'envergure pour l'aider sur son développement international, puisque cette fonction n'était toujours pas créée dans la société qui faisait déjà une dizaine de millions de chiffres d'affaires. Et je parle donc au CEO en question 2 heures plus tard, qui m'explique qu'il veut un commercial de base à 40 000 €, mais qui sera payé avec un intéressement très fort sur tout ce qu'il fera. Donc il y a encore une fois un décalage de vision entre ce que souhaite le venture capitaliste, c'est-à-dire une équipe de direction structurée avec des postes définis, des missions définies et des profils capables d'accompagner le développement de la société pendant plusieurs années, et le besoin exprimé par les CEO des sociétés qui maîtrisent leurs coûts, veulent pas se mettre forcément dans les pattes des gens qui vont pouvoir identifier comme potentiels concurrents. Et là, on retombe, même si on est dans des sociétés plus jeunes, un peu dans le syndrome des sociétés familiales qui est le CEO aime bien décider et aime bien s'entourer de gens en fonction de son idée, et le rôle du venture capitaliste, c'est souvent de lui forcer la main, de prendre des calibres peut-être un peu plus lourds, alors que c'est pas le venture capitaliste qui recrute, sauf quand il vire le CEO, mais c'est le patron de la société qui recrute. Donc, en termes d'exemple, je trouve que c'est quelque chose qui est assez frappant sur l'application d'un investisseur financier dans ce type de structure. La question était l'impact des investisseurs sur... Oui, la présence d'un investisseur financier, est-ce que ça va changer justement les dynamiques de recrutement
On parlait notamment justement de surdimensionnement de profil. Est-ce que ça reste compatible financièrement pour la société? Est-ce que puis justement les problèmes qu'on a entre l'investisseur, le patron de la société? Oui, c'est plusieurs questions. Bon, je vais commencer par la première. L'impact des investisseurs sur la société, elle est très importante, évidemment. Hein. Elle intervient d'abord au début, puisque dans la prise de décision d'investir, évidemment, l'équipe en fait partie. Le choix, ou pas le choix d'ailleurs, enfin souvent, dans ce que j'ai pu voir, puisque j'interviens dans ces sociétés-là depuis pas mal de temps, vous avez deux cas de figure. Hein. Vous avez le capital risqueur qui est intéressé par la société, mais qui estime que le scientifique, en général le fondateur scientifique, n'a pas la capacité justement à tirer la société et à pouvoir la gérer tout seul. Donc il essaie de proposer dans son réseau relationnel, il y a des sociétés comme, bon, je ne vais pas citer de nom, mais il y a des capitaux risqueurs qui le font très souvent, donc qui ont des réseaux de CEO autour d'eux, potentiels, qui vont pousser la société jusqu'à un certain stade. Et j'ai l'impression que là, il y a des politiques assez différentes. Hein. Donc on a eu la vision de mon collègue de droite, mais quand vous allez aux États-Unis ou vu d'autres capitaux risqueurs, en fait, ils ont une vision un peu plus formatée, et ça c'était très vrai aux États-Unis du temps de la bulle Internet, c'est un peu moins vrai maintenant, mais c'est vrai aussi qu'ils ont un marché potentiel pour les CEO qui est beaucoup plus large, où ils formatent, ils font tourner en fait un certain nombre de personnes en fonction des stades de maturité de la société, hein, donc c'est pratiquement industrialisé, c'est beaucoup moins vrai maintenant. Donc l'impact au début il est très fort évidemment, donc je suis d'accord sur le fait que c'est mieux et c'est préférable pour la société que le CEO puisse rester un certain temps, parce que ça assure une continuité. Et dans les faits, c'est vrai qu'en France, on constate que les sociétés qui ont réussi sont celles qui ont vu leur CEO rester le plus longtemps, enfin, depuis pratiquement le début. Mais c'est pas toujours possible de trouver justement ce mouton à 5 pattes, hein, c'est-à-dire un scientifique qui a aussi les capacités entrepreneuriales, qui a les capacités managériales, etc. Alors, vous parlez de surdimensionnement. Je suis pas complètement en phase avec ce terme surdimensionnement pour les postes. Enfin, si je comprends bien en fait le terme, c'est vrai qu'on essaie de trouver le meilleur profil. On voit bien que c'est compliqué. En plus, il y a des enjeux financiers qui sont très importants, qui sont alloués à ces sociétés, au développement de ces sociétés. Donc on va aller chercher la personne qui a le meilleur profil. J'ai pas l'impression que c'est surdimensionné, parce que pour deux raisons. Un, en général, les personnes qui sont à la tête sont heureuses, enfin si ça se passe bien, hein, à la fois avec leurs investisseurs et avec les jalons, hein, l'atteinte des jalons qui a été définie. Donc si ça se passe bien, en général, ils sont heureux, ils restent un certain temps. Et deuxièmement, on arrive de toute façon à les attirer par des packages suffisamment attractifs pour faire venir des gens de qualité. Donc je ne sais pas si le terme surdimensionné est vraiment le bon terme. Enfin, voilà, je réagis sur ces deux points. Oui. Sur le surdimensionnement, il y a quand même un problème dans certains types de fonctions. Par exemple, un directeur financier qu'on appelle pour faire une introduction en bourse qui, de semestre en semestre, voit la possibilité de l'introduction en bourse repoussée, n'a peut-être pas vocation à rester dans ce type de société. Le directeur de l'international qui veut bénéficier d'un changement de stratégie, la société se recentre sur son marché d'origine, n'a pas forcément vocation à rester non plus. Moi, je ne suis pas entrepreneur à titre personnel, mais j'ai un de mes clients qui est un patron d'une société de high-tech qui m'a expliqué que quand il a été à son premier pince-fesse invité par son investisseur principal, en discutant avec tous les patrons des boîtes qui étaient là, il y en avait une centaine, il s'est rendu compte qu'il était le seul fondateur. C'est-à-dire, il s'est rendu compte qu'il était le seul CEO qui était à la fois fondateur et là au moment de l'investissement de l'investisseur. Donc c'est peut-être un vœu pieux que les gens restent, hein, mais il y a d'abord la dynamique de croissance de la société qui est imaginée au départ, et en fonction de cette dynamique, il faut recruter des gens qui soient capables d'abord d'y arriver et puis ensuite de s'y épanouir, confronté à la réalité du marché. Quelqu'un qui est venu pour un projet et qui ne va pas réussir à faire aboutir ce projet va être à un moment surdimensionné. Non ? J'écoute ce que dit Diane et je suis partagé entre le centre...
avec vous, Diane, jamais. Entre le sentiment de vouloir adhérer et je dirais, là, dans mon rôle d'investisseur, de dire c'est la stratégie du chat. C'est-à-dire que moi, avant d'être investisseur, j'étais entrepreneur. Quand je recrute des gens, ou quand on recrute des gens par rapport à leur capacité à toujours retomber sur leurs pattes. Et moi, je travaillais en Australie, en France, en Allemagne, etc., dans des comités de direction. Je me serais jamais vu me pointer en conseil d'administration ou en directoire en tant que patron de la stratégie ou du business développement, avec pour seule excuse, monsieur le fondateur, t'as changé la stratégie, ou monsieur les administrateurs investisseurs, vous êtes méchants avec moi, est-ce que vous me forcez à faire une introduction en bourse et que le marché n'est pas là. C'est-à-dire, quand on paye des types 150 000 à 200 000 euros, qu'on leur donne de l'equity, c'est pour qu'ils soient créatifs. C'est-à-dire que moi, mon boulot d'investisseur, c'est de donner les moyens aux gens d'exprimer leur imagination et d'exprimer cette imagination de manière rationnelle. Alors, certes, directeur financier, tu ne peux pas faire une introduction en bourse. Néanmoins, ton étiquette, c'est exit. Alors, tu me trouves une exit. Voilà. Toi, tu es directeur de l'international, je me refocus sur mon core business et ok, trouve-moi une solution. Sois utile. Parce que pour moi, le gars qui lève le doigt en pleurant en disant bah, écoutez, je vais faire autre chose, hein, la stratégie a changé, il a démissionné avant même qu'on l'ait mis dehors. Et le métier d'entrepreneur, c'est créer la solution. C'est pas attendre qu'elle vous tombe toute cuite. Voilà, c'est là où je fais la différence entre le talent et l'expérience. Le talent, c'est de créer. Mathieu, peut-être? Oui, non, moi j'ai fait les deux cas. Dans ma première société, j'ai recruté des gens peut-être un peu juniors et un peu jeunes. Et aujourd'hui, je suis pour à 100% recruter des gens surdimensionnés, des gens qui vont pouvoir accompagner le développement de la société. Alors ceci dit, surdimensionné, pour rejoindre un point tout à l'heure, ça ne veut pas forcément dire des personnes qui viennent de grands groupes et qui ont 20 ou 25 ans d'expérience. Je peux vous raconter une petite anecdote. J'ai créé ma première société donc en 95 et on s'est revendu à un grand groupe suédois en 99. Et donc c'était une société internationale avec des filiales à peu près partout dans le monde. Et puis c'est vrai qu'on avait un profil assez jeune. La plupart des CEO de tous ces pays étaient assez jeunes. Et donc le board a décidé de faire une chose qui s'est révélée assez stupide en fait, a décidé de faire un concours et de donner au CEO de chaque pays, enfin au CEO du pays qui recruterait le plus de personnes seniors venant de grands groupes. Je crois que c'était environ 200 000 euros à l'époque. Donc on s'est tous mis à essayer de rechercher pas mal de gens de grands groupes, on l'a tous embauché. Et dans pratiquement tous les pays, ça a donné des résultats assez catastrophiques. Parce que je pense qu'effectivement, à partir d'un certain âge ou à partir d'un moment où vous n'êtes plus dans une volonté de prendre des risques, dans une volonté, dans une capacité à exercer un métier sous forte pression, vous n'arrivez pas à vous adapter à une start-up. Donc, en ce qui concerne les grands groupes, moi j'ai beaucoup de mal. Je vois beaucoup de CV de personnes de grands groupes qui passent sur mon bureau. En général, je ne sélectionne que les personnes qui ont déjà eu une expérience ratée ou réussie, enfin les deux, dans une start-up. Justement, Alain venait d'aborder une question en termes de montant, de salaire. J'imagine qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui sont présents dans la salle, qui se posent des questions. Je dois embaucher un directeur commercial parce que on est à une phase critique, il faut se développer plus fort, je ne peux pas assurer seul le développement commercial. C'est différentes questions de ce type-là. En général, qu'est-ce qu'on voit sur le marché aujourd'hui? Quel va être le fonctionnement typique pour une société qui a déjà eu un premier round de financement? De quoi est-ce qu'on est en train de parler? Quel est le type de package? Est-ce que c'est beaucoup d'equity? Est-ce que c'est qu'est-ce qui se passe en général? J'ai l'esprit d'escalier, donc j'avais envie, pour clore la question précédente, et je suis désolé, je vais utiliser un anglicisme, mais c'est une phrase qui, pour comprendre au moins la mentalité de Vantech, voire de certains investisseurs internationaux avec lesquels on est amené à travailler, c'est une phrase qui vraiment dicte notre comportement. Et je suis désolé, je vais faire un anglicisme. Great CEOs hires great people, and great people make the impossible happen. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas, ils prendront la RAPS. Mais
je pense réellement que quand on est patron de boîte, cette phrase, on devrait l'avoir dans son bureau tous les jours. Ce n'est pas un problème de dimensionner, sous-dimensionner, c'est de vivre par cet aphorisme en essayant de recruter des gens avec le niveau de talent et d'énergie qui vous feront résoudre vos problèmes. Parce que des problèmes, il y en aura plus que ce que vous pouvez imaginer. Alors après, au niveau rémunération, je dirais que pour tous les fondateurs CEO, pour tous les CEO en cours de levée de fonds, j'ai presque envie d'utiliser ce paradoxe que de dire plus vous aurez un syndicat de notoriété internationale, plus la probabilité que les rémunérations et le pourcentage d'equity soient élevés. Plus vous serez amené à utiliser des syndications régionales ou nationales, plus la probabilité que votre niveau de rémunération et votre niveau d'intéressement soient ramenés à ce qu'on fait classiquement dans des sociétés familiales françaises, plus cette probabilité-là sera forte. En matière de recrutement, on remarque quand même que l'essentiel des postes ne se font pas par chasseurs. Ça se fait beaucoup, surtout au premier tour, au deuxième tour, beaucoup par réseau, beaucoup par les expériences antérieures, puisqu'il y a besoin de créer des nouvelles cultures dans les sociétés en développement. Souvent, les CEO s'entourent de gens avec lesquels ils ont déjà travaillé. Ça, vous pourrez peut-être le confirmer. Nous, on intervient surtout quand les investisseurs ont identifier un problème clé. Alors c'est vrai pour les introductions en bourse prévues le tour d'après. Donc pour préparer les introductions en bourse, c'est des fonctions techniques pour développer des nouveaux marchés ou éventuellement mettre en place une stratégie complémentaire, un nouveau pan de stratégie où il y a besoin d'avoir des gens qui ont effectivement une spécialité sectorielle ou fonctionnelle qui n'existe pas encore dans la société, que la société n'a pas le temps de développer en interne. Mais peut-être que nos deux amis ex-patrons d'entreprise, ex-patrons de start-up peuvent nous faire part de leur expérience sur la façon dont ils ont recruté eux-mêmes. On utilise de plus en plus un service internet qui s'appelle LinkedIn. Vous avez tous entendu parler. C'est vrai que c'est assez efficace. On a trouvé par exemple notre business développeur, enfin le patron du business développement aux États-Unis grâce à ça. Et donc on arrive à avoir des relations. Et puis c'est vrai que ça se fait souvent par relation, par connaissance. Des investisseurs aussi qui peuvent connaître des gens qui nous présentent. Et assez peu nous, par on est un annonce mal nécessaire. Hein. Je tiens à le répéter. Il faut vraiment avoir envie de faire une mission à l'extérieur parce que ça coûte cher, ça prend du temps. Nous, après, on est sur votre dos pour essayer de vous faire cadrer votre stratégie et faire en sorte que ce que vous nous avez dit, ce qu'on raconte aux candidats, c'est la même chose que ce que vous allez leur raconter aussi. Donc, encore une fois, on intervient quand vous n'avez pas pu vous débrouiller tout seul. Ou en général, quand vous avez fait 2-3 mauvais recrutements seul et que vous avez envie de vous en remettre à quelqu'un d'autre pour la suite. Et encore une fois, je crois qu'il faut d'abord bien sélectionner son chasseur de tête, puisque je connais rien en biotech ni en IT d'ailleurs, donc c'est pour ça que je suis là. Je ne veux pas dire que le panéliste n'a pas bien fait son travail, mais donc un chasseur de tête peut être efficace quand il connaît bien son secteur. Il faut lui demander ses références, il faut lui poser un certain nombre de questions. Moi, je suis toujours frappée de voir que dans la profession, il y a des gens qui sont très mauvais, qui continuent à perdurer parce qu'eux-mêmes ont un talent commercial et que les clients n'ont pas de discernement sur leur valeur ajoutée. Donc, quand vous choisissez un système d'information, vous faites un appel d'offres, il faut faire la même chose pour recruter, pour choisir un partenaire dans le recrutement. Et il faut vraiment utiliser le chasseur de tête, non pas comme un substitut à un site internet qui n'a pas marché, mais comme un partenaire. Vous imaginez ce que c'est comme investissement pour une start-up de recruter de prendre un chasseur de tête, mais surtout, nous, on a une communication extrêmement ciblée et on peut faire passer votre message auprès, notamment quand on recrute des CEO, ayant cette possibilité d'accès à un certain nombre de CEO, à un certain nombre de groupes,
on est aussi un facteur de communication et un vecteur de communication qu'il faut savoir bien utiliser. Donc, encore une fois, je crois que quand vous êtes amené à utiliser des prestataires extérieurs, la clé, c'est de choisir bien son prestataire. J'ai juste une autre suggestion si vous voulez recruter des gens intéressants. En tant que patron, faites un blog parce que si vous arrivez à être lu par pas mal de monde et si vous commencez à être la référence dans un secteur d'activité, en fait, beaucoup de gens vont commencer à vous lire, vont commencer à poster des commentaires sur votre blog. Et puis, moi, je reçois pas mal de CV comme ça, de gens intéressants. Eric, peut-être. Oui, pour finir, en fait, tout ce qui a été dit, ça résume bien la situation. Ce qui se passe en plus dans les biotech, c'est que c'est un petit monde. Donc, les gens se connaissent. Et donc, on arrive par le réseau, finalement, à trouver un centre de compétences dont on a besoin. Enfin, c'est pas toujours vrai. J'ai vu des exemples récents là, de sociétés qui ont fait appel de toute façon à des chasseurs de tête. Ils essayent toujours d'éviter, pour des questions de coût, hein, c'est vrai. Il y a Oui, ça peut tout de même être un bon investissement, surtout pour les postes. Non, mais pas du tout. Quand je dis qu'ils essaient d'éviter, ils essaient d'éviter tout type d'investissement, surtout au début du développement. Et donc, en fait, on se rend compte, je l'ai vu dans 2 cas, que lorsqu'on choisit bien tout à fait son chasseur de tête, la valeur ajoutée peut être assez intéressante parce qu'on a une plus grosse neutralité et on peut avoir un périmètre d'action qui est un peu plus large. Malgré que, encore une fois, je le répète, c'est un petit secteur et beaucoup de gens se connaissent. Les capitaux risqueurs aussi interviennent pour aider à trouver des compétences et ont un rôle souvent très important à ce niveau-là. On prend toujours il y a souvent des exemples qui sont tirés d'expériences internationales, les VC fonctionnent de telle façon, de ceci, de cela. Le cadre français est un peu différent de ce côté-là. Il y a des problématiques de gestion de fait pour les investisseurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et comment justement le cadre français est différent de ce côté-là et qu'est-ce que ça implique côté entreprise? Oui, on entend souvent... On aime bien se flageller chez nous, donc on entend souvent dire qu'il n'y a qu'une manière de faire du business, c'est à la californienne. Bon, déjà, je sais pas qu'on n'a pas du tout la même fluidité des ressources humaines et des capitaux financiers de ce côté-là de l'Atlantique et de l'autre. Ça n'a pas nécessairement que des désavantages. Ça évite notamment qu'on se retrouve avec des Schwarzenegger. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. C'est vrai que la problématique de gestion de fait est vraiment cruciale dans le métier du venture, surtout en série A. Non pas parce qu'on a la tentation d'interférer avec le management de la société, parce que c'est vraiment pas le cas, mais on se retrouve quand même devant cette immense contradiction qui est de dire bon, on veut recruter le CEO qui correspond réellement à la boîte et qui va nous permettre de développer la société pendant sa durée de vie au sein de notre portefeuille, et en moyenne c'est 5 à 7 ans, et qui va être capable de nous passer 2 ou 3 cycles de financement. Mais en attendant, on fait quoi? Moi j'ai vu le cas dans une des boîtes de notre portefeuille, un investissement qu'on a fait en Allemagne et qui était en partie localisé aux États-Unis en Allemagne. On a mis 12 mois à trouver le bon type. Et pendant ces 12 mois, il a bien fallu que les investisseurs se serrent les coudes et remplissent, entre guillemets, une partie des fonctions, ou en tous les cas conseillent les opérationnels qui étaient au sein de la structure pour remplir des fonctions de clé qui n'étaient pas staffées. Et ça, c'est vrai qu'on est souvent dans un contexte en France qui est compliqué par rapport à ce sujet-là. Alors moi, j'ai un certain nombre de mes collègues qui me disent de toute façon, le risque, il faut le prendre, donc on le prend. C'est le cas de très grands fonds de capital et risque en France où j'ai un très bon copain qui vient de l'entreprise lui aussi et qui joue ce rôle-là. Bon, il faut assumer ce risque-là. Mais une fois encore, il ne faut pas tout mélanger, quoi. Je veux dire, moi j'ai été entrepreneur, aujourd'hui je suis investisseur. J'ai eu mes heures de gloire en tant qu'entrepreneur, je ne suis pas un entrepreneur frustré. Et les bons investisseurs, qu'ils aient été ou pas entrepreneurs, ce sont surtout pas des entrepreneurs frustrés. Ce sont des gens qui sont capables d'être distanciés par rapport aux problèmes, qui sont capables d'être sereins, qui sont capables de renvoyer la balle à partir du moment où ils ont un CEO qui est transparent, qui leur fait confiance, qui est honnête et travailleur.
l'investisseur, même dans la pire situation, pardonnez-moi, d'emmerdement, il doit donner crédit à cette personne-là. Parce que de toute façon, sans le CEO, l'investisseur, il est encore plus dans les problèmes qu'avec le CEO confronté à la situation dramatique, quelle qu'elle soit. Diane me posait en aparté la question de savoir est-ce que toi, tu as déjà viré des CEO? Oui, j'ai déjà viré des CEO, une ou deux fois. Et c'était justement parce qu'on était dans des situations extrêmement difficiles qu'on était tous prêts à vivre puisqu'on avait fait l'investissement. Et qu'a priori, quand on fait l'investissement, on sait que ça va être difficile. Mais par contre, on était confronté à une ou deux personnes, et notamment le patron fondateur, qui ne jouait pas selon cette règle-là. Voilà. Donc, et alors là, la gestion de fait, ça devient encore plus compliqué, parce que quand vous avez un patron qui vous ment en face, et que vous, en tant qu'administrateur, fonds de capital risque, vous avez une responsabilité qui est une responsabilité vraiment importante, là, je peux vous dire que on met le silencieux au bout du flingue et on tire plus vite que Lucky Luke, hein, c'est sûr. Alors maintenant, nous allons prendre des questions en provenance du public. J'espère qu'elles seront nombreuses. Je vois Daniel au fond. Merci. Donc je suis Daniel Kahn. Dans le panel d'avant, il y avait une question qui a été posée et qui, à mon avis, est parfaite pour ce panel-là, qui est sur le management. Beaucoup de sociétés sont de technologie, de biotech, sont des sociétés à vocation européenne, internationale. Moi, personnellement, je suis assez surpris quand je regarde le management de sociétés avec lesquelles nous travaillons, c'est que ce sont des sociétés dans lesquelles le management est 100% français. Est-ce qu'il devrait y avoir une mutation? Est-ce que ces sociétés françaises ou européennes financées qui ont cette vocation internationale ne devraient pas avoir un management qui soit composé de plusieurs nationalités européennes, tout au moins? Moi, j'aime pas placarder. Oui, c'est vrai, votre constat, il ne faut pas être systématique non plus. C'est-à-dire que votre constat est vrai. On a souvent, et c'est un de nos gros problèmes, des comportements très provinciaux. Maintenant, on n'est pas les seuls. Hein. Moi, je travaille beaucoup avec l'Allemagne. Vous savez, il y a encore 18 mois, le nombre de sites web de sociétés, de start-up allemandes, soit en bio, soit en IT, qui étaient rédigés en allemand, c'était hallucinant. Mais je pense que nous, Français, on est quand même un peu plus en avance par rapport à cette problématique-là. Plutôt que de dire est-ce qu'on est capable est-ce qu'on ne devrait pas aller vers un melting pot culturel au sein des directions d'entreprises de haute technologie en France, je pense qu'on a un des systèmes d'éducation qui est le meilleur au monde, même s'il est aujourd'hui beaucoup critiqué. On a beaucoup de jeunes diplômés de talent qui s'en vont, je dirais, aux quatre coins du monde pour faire leur expérience professionnelle. Et si je crois qu'il y a un rôle que les recruteurs peuvent vraiment remplir, c'est de nous aider à rapatrier ces talents-là. Et ça, c'est quelque chose, nous, qu'on fait très systématiquement. C'est très difficile de faire venir... Oui, Christian, c'est moi. C'est très difficile de faire venir un Allemand pur sucre ou un Anglais pur sucre diriger une société dont le siège social est à Paris, enfin en France, pardon. C'est même pas ethnocentrique, c'est parisien-centrique. Donc, mais en revanche, aller récupérer des Français qui ont passé une quinzaine d'années de leur vie professionnelle dans d'autres pays et qui ont, pour des raisons personnelles, envie de revenir en France, c'est des profils très très enrichissants et qui aujourd'hui arrivent sur le marché de façon beaucoup plus large. Et nous, systématiquement, c'est des profils qu'on recherche. Et d'ailleurs, c'est un peu là où on a une vraie valeur ajoutée dans ce type de recrutement. Mais c'est très difficile d'aller réimplanter des gens qui eux-mêmes sont monoculturels et les faire venir durablement, si on revient sur les problématiques de spirale vertueuse, de management stable, dans une société dont le siège social est en France, notamment pour les profils d'anglo-saxons qui se mettent à trembler quand on leur parle de 35 heures. Ils ont peur de se mettre en contravention avec la loi si eux-mêmes font des heures supplémentaires. Quand on leur explique les systèmes de fiscalité, ils se trouvent mal également. Mais il faut que les gens aient des raisons de venir se réimplanter en France. Il y a deux raisons. Il y a un, il faut être clair, c'est la langue quand même. C'est que lorsque vous avez une équipe qui est constituée de francophones, c'est plus facile, mais c'est un point important à vivre au jour le jour.
Et c'est la proximité. Hein, donc, et le deuxième point, c'est la maturité aujourd'hui. Hein, la maturité du marché français fait qu'aujourd'hui, il est difficile d'attirer des anglo-saxons qui vont préférer des sociétés matures, etc. Mais je pense que ça va évoluer avec le temps. Mais la langue va rester un facteur important, surtout pour les petites équipes. Et puis ça coûte cher aussi de faire venir des gens de l'étranger. Vous parlez de recrutement, de frais de recrutement, mais ou alors vous pouvez trouver effectivement l'étranger qui vit déjà à Paris, mais c'est pas évident. Ouais. J'ai une question à poser, Robert Wittkin, relative au financement des coûts salariaux d'une équipe qu'on constitue au début de la boîte. Quand on n'a pas beaucoup de cash pour payer, en particulier le middle management, on a parlé du financement par les venture capitalistes et d'autres financements capitalistiques. Est-ce que vous avez un commentaire à faire sur les aides publiques, sur les bonnes, sur les mauvaises, sur le fait qu'on rentre dans des galères administratives et est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Alors, moi, j'en ai beaucoup fait. Le problème, effectivement, c'est que ça prend pas mal de temps. Et le conseil que je peux vous donner, c'est de vous entourer d'un consultant spécialisé qui va travailler au Success Fees, qui va vous préparer tous les dossiers. Et par contre, c'est assez efficace. Vous pouvez avoir l'ANVAR. Il y a beaucoup de choses en fait en France. Il y a l'ANVAR, il y a la région Île-de-France, il y a le crédit impôt recherche qui est très intéressant aussi. Il y a la COFAS si vous allez à l'étranger. Enfin, il y a beaucoup de choses. Ça peut vous aider à vous financer avant effectivement un tour de capital risque. Plus récemment, vous avez le statut jeune entreprise innovante qui vous permet de réduire vos charges patronales sur les personnes qui font la R&D. Donc il y a beaucoup de choses. Ça peut représenter au bout du compte des sommes très importantes, mais effectivement, c'est très compliqué à mettre en œuvre. Les aides publiques, c'est une bonne chose. Donc évidemment, il faut faire en sorte que ce soit pas trop difficile faut pas passer trop de temps, passer plus de temps à chercher des fonds qu'à faire avancer sa société. C'est pour ça que faire appel à un prestataire, je suis d'accord. Faut bien les choisir encore, mais pour vous aider, c'est bien. Et c'est souvent dans les premières phases de développement de la société un argent très précieux dans tout ce qui est fonds d'amorçage, seed capital. C'est souvent une grosse partie de fonds publics et c'est nécessaire. Donc, et je pense que même ça devrait être, et c'est en train, notamment dans le secteur des biotech, d'être augmenté. Et c'est une très bonne chose. Je tiens à remercier les 4 panélistes qui, je pense, nous ont apporté un très bon éclairage sur le sujet. Merci.